Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Top départ pour la phase finale de la Coupe Vive de football. Les champions des Antilles et de la Guyane s'affrontent jusqu'à lundi au stade Edmar Lama de Remire-Montjoly. La première rencontre a démarré et oppose les clubs de Guadeloupe et de Martinique. Le salon de l'immobilier se tient ce week-end au Procte de Matoury. Acheter ou construire sa maison coûte de plus en plus cher à cause du contexte économique marqué par une forte inflation, la hausse des prix des matériaux ou encore la frilosité des banques. Nous en parlerons avec notre invité Pascal Rowe. Il est vice-président de l'Association des promoteurs immobiliers de Guyane. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale se penche en ce moment sur le coût de la vie en Outre-mer. Plusieurs acteurs sont auditionnés. Le groupe Ayotte, très présent dans le secteur de la distribution, se défend et on va le voir ce soir. Le coup d'envoi de la phase finale de la Coupe Vive de football a été donné en fin d'après-midi au stade Edmar Lama de Remire-Montjoly. La première rencontre oppose le champion de la Guadeloupe, la Gauloise, au champion de la Martinique, le Golden Lion. Le match est en cours avec notamment une mi-temps qui est passée. On retrouve Jean-Gilles Assard sur place qui commande donc cette rencontre. Vous êtes avec Franck Fernandez. Alors Jean-Gilles, comment cette compétition a démarré ? Écoutez Nickerson, ça a démarré, on va dire doucement ici. On priait pour qu'il n'y ait pas de pluie, il y a un peu de pluie. Malheureusement, vous le savez pourquoi ? Parce que tout simplement cette pelouse du stade Edmar Lama craint énormément la pluie parce qu'elle peut être très vite dégradée à cause des intempéries. On a assisté à une première mi-temps entre la Gauloise de Basse-Terre et le Golden Lion de la Martinique. On va dire mitigé. Pour l'instant, on en est à 0-0. Le public arrive petit à petit. On attend bien sûr la deuxième confrontation qui mettra aux prises la formation de l'Étoile de Matoury à celle de l'ASC Caraïbes. Deux équipes qui visent pour une première fois une participation en finale. L'Étoile de Matoury a terminé 3 fois, troisième de ce tournoi, de cette Coupe Vive qui est l'équivalent de notre Champions League anti-Guyane. Ce soir, les joueurs de Jean-Pierre Abot espèrent éliminer Caraïbes qui, tout au cours de la saison, n'a jamais réussi à battre l'Étoile de Matoury. Reste que sur un match de 90 minutes suivi de tirs au but en cas de match nul, tout est possible. Alors, restez avec nous ou venez nous rejoindre ici au stade Edmar Lama où cette rencontre promet d'être particulièrement intéressante. Voilà, une rencontre en direct sur notre antenne radio, mais également sur Internet. Et on vous retrouvera tout à l'heure, Jean-Gilles, donc pour faire un point sur le score avec la reprise de la deuxième mi-temps. L'actualité est marquée, on vous le disait en titre, par le salon de l'immobilier qui se tient ce week-end au Procte de Matoury. Acheter ou faire construire sa maison coûte de plus en plus cher et vous allez le voir, le contexte économique est marqué par un taux d'emprunt qui est en hausse. Alors il existe tout de même quelques astuces que l'on voit avec Brigitte Wahap et Martial Grit. Être propriétaire de son logement, le rêve de beaucoup. Le salon de l'immobilier est l'occasion de se renseigner, notamment des conditions d'obtention d'un prêt bancaire. Jean Murat aimerait devenir propriétaire. L'impression que j'ai, c'est qu'avant, tout le monde pouvait passer les mailles du filet, mais aujourd'hui, je dirais pas durci, mais en tout cas, les filtres sont plus nombreux. Pour un primo-accédant, il faut remplir tous les critères en termes de revenus et d'apport pour accéder à un prêt immobilier. Selon cette directrice de banque, le contexte économique actuel est tendu. C'est vrai que les taux ont augmenté. Sur la place bancaire aujourd'hui, vous vous situez entre 3, 3,5 et 4% en termes d'intérêt. Une capacité d'emprunt qui sera en fonction de votre âge, de vos revenus, mais dans tous les cas, un projet qui doit être accompagné. D'autres solutions existent en dehors de la construction neuve. Il est possible de trouver des alternatives en se faisant aider de professionnels. Aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de dents creuses, pas mal de terrains qui sont abandonnés, des friches, etc. Il est aussi intéressant d'aller vers l'existant et voir quelles sont les différentes subventions qui peuvent vous aider. Pour les personnes à revenus modestes, des possibilités existent. La coopérative d'accession sociale à la propriété propose différents types de biens. Ce principe d'accession sociale, c'est une phase locative de minimum 6 mois quand on rentre dans la maison.
ce qui permet aussi à la personne de passer de la phase de location à la phase de propriétaire avec une certaine transition. Et il y a vraiment une accession, on va dire, progressive à la propriété sans avoir toutes les taxes à payer. D'autres aides existent pour un premier achat, comme le prêt à taux zéro ou encore le prêt cofinancé par des entreprises. Notre invité ce soir est Pascal Rowe, vice-président de l'Association des promoteurs immobiliers de Guyane, Progrès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, il existe dans ce reportage, ça a été exposé, des astuces pour pouvoir accéder à la propriété. Mais on a vu surtout la frilosité des banques. Alors, quel est l'impact de cette frilosité sur les promoteurs de Guyane ? Alors en fait, l'impact chez les promoteurs est très important parce que en général, leur cible, ce sont les particuliers. Et aujourd'hui, on constate en métropole plus de 40% des demandes de prêts qui sont refusées. On arrive dans les mêmes proportions ici, c'est-à-dire qu'on a eu un décalage avec la métropole. La tension date en métropole depuis septembre. La tension a commencé début d'année et a commencé à vraiment se marquer à partir d'avril. Et là, aujourd'hui, des personnes qui étaient, on va dire, bankable il y a un an, auraient été financées sans problème. Aujourd'hui, ne le sont plus. Parce que les banques, aujourd'hui, font de la gestion de risque. Toutes les notes de conjoncture qui tournent dans les directions générales des banques, à la BPI, et toutes les directives, en fait, de la BCE, en fait, avec des taux qui ont monté, la BCE veut lutter contre l'inflation en mettant des taux élevés. La problématique, c'est que, évidemment, ça va baisser beaucoup d'activités. Et des activités dans tout domaine, pas que le logement. C'est en fait, le but de baisser l'inflation, c'est que tout secteur d'activité va être touché. Il y aura malheureusement du chômage. Donc, quand les gens ont moins d'argent, ils consomment moins. Et normalement, l'inflation devrait baisser. Donc, l'impact qu'il y a ici, même si on est sur un micro-marché en Guyane, où il y a des besoins de logement qui sont colossaux, aussi bien social, mais pas que social. L'intermédiaire, le libre, il y a besoin de loger énormément de monde et on est très en retard. Mais là, pour la partie sociale, l'État fait son travail, les bailleurs sociaux font leur travail et continuent à acheter, à produire du logement. Alors, mais pour le privé, là, par contre, grosse difficulté. Justement. La grosse difficulté sur le privé, c'est ce qui nous intéresse. Et on parle là de logements neufs aussi, avec un gros besoin en Guyane. Et pourtant, pas de disponibilité que vous pointez du doigt, ce manque de disponibilité. Pourquoi la situation est bloquée pour le logement neuf ? Alors, déjà, il y a la première chose, c'est trouver un foncier. Bon. Les fonciers aujourd'hui, c'est complexe. Il y a évidemment un organisme qui est chargé de le faire, qui s'appelle l'EPAG, qui fait ce qu'il peut, parce que c'est pas très simple, parce qu'aujourd'hui, il y a des normes qui sont très complexes, des normes environnementales, et qui font que quand elles sont appliquées au pied de la lettre, on bloque les choses ou on les fait retarder de façon très très importante. Le directeur général a déjà alerté sur ce sujet, a fait des notes en expliquant tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, et je pense qu'il faudra passer par là, parce que sinon, on va se retrouver dans de l'inaction, et les conséquences de l'inaction, ça va être des squats, de plus en plus. Parce que les gens, à un moment donné, ils se logent. Voilà. Soit ils se logent parce qu'on leur a pu leur permettre d'avoir un logement, ou ils se logent comme ils peuvent. Voilà. Peu de promoteurs dans ce salon. Là aussi, est-ce que cela traduit une difficulté de l'activité en Guyane ? Je pense, oui, parce que c'est la première fois que je vois ça. Il y en avait un. Donc d'habitude, il y a toujours plusieurs personnes. Voilà. Donc là, oui, il y a un malaise. Il y a un malaise qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on est sur des queues de programmes. Il y a des gens qui avaient lancé des choses, qui avaient pu les vendre, soit en bloc à des gros investisseurs, soit à des particuliers qui étaient financés. Mais aujourd'hui, il y a peu de choses dans les cartons, parce que en fait, les promoteurs ont peur. Certains même arrêtent complètement leur activité. Très bien. Ils se mettent en stand-by parce qu'ils ne savent pas où on va. C'est-à-dire que les prix des matériaux continuent d'augmenter. Vous avez des refus de crédit 40% qui vont monter à 50%. Ça va continuer. Parce que les taux, ils sont à 4, ils peuvent monter à 5. Bon, après... Logiquement, ça devrait baisser dans quelques mois. Bon, peut-être. Et on va suivre cela. Merci en tout cas, Pascal Rowe, d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des promoteurs de Guyane. Merci.
La suite avec la rubrique Amo qui dit. Dans son édito, Charlie Torres s'intéresse cette semaine au projet d'assemblée des hautes autorités autochtones de Guyane formulé par les 6 nations amérindiennes du territoire dans le cadre du processus d'évolution statutaire. C'est parti. Une assemblée des hautes autorités autochtones de Guyane. Pas question donc de Sénat coutumier. Ainsi, on a décidé l'ensemble des 6 nations autochtones de Guyane. Décision inscrite ici dans les orientations politiques proposées en vue de l'évolution statutaire. Une assemblée autochtone, instance politique, délibératrice et décisionnelle, dotée de moyens propres, d'une autonomie financière et administrative, une véritable chambre parlementaire devant, je cite, légiférer sur les affaires et l'identité autochtone, des délibérations non soumises à la tutelle de l'organe en charge de proposer les lois pays et donc de la CTG. Assemblée autochtone de côté, Grand Conseil coutumier de l'autre, une proposition diversement appréciée et pas forcément du goût des Bushinengue, notamment du président du Grand Conseil coutumier, Bruno Apoyou, voyant là une certaine volonté de faire bon à part. Qu'à cela ne tienne, une certaine volonté en tout cas de changer de paradigme, de revoir les rapports avec les autorités locales et étatiques, de peser dans les décisions futures, volonté manifestée et exprimée, avec en toile de fond le combat pour le respect des droits et une meilleure reconnaissance du statut d'autochtone acquis de haute lutte. Les discussions sont ouvertes et a priori tout le monde semble d'accord pour la prise en compte des orientations autochtones dans le projet final, d'accord malgré les différences, d'accord de faire corps, de faire pays dans une république une et indivisible, chère à la France qui ne manque jamais une occasion de le rappeler. N'est-ce pas, Moyo Poto Jaber, Amo qui dit. Allez, la suite de l'actualité avec le coût de la vie en Outre-mer. On vous le disait en titre, coût de la vie qui est disséqué par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Une commission qui a auditionné hier les représentants du groupe Ayotte, un groupe qui a tissé sa toile dans de nombreux secteurs, dont la distribution, et qui est souvent accusé de s'accaparer une part trop importante du marché. Les explications avec Bruno Satt. Le groupe Ayotte n'a pas un quasi-monopole de la distribution ultramarine. Il ne profite donc pas d'une situation inexistante. C'est du moins se contenter de démontrer les représentants de l'entreprise auditionnés par la commission d'enquête parlementaire. La vie chère outre-mer serait donc due au surcoût lié notamment à l'importation et pas à ces marges que le distributeur juge raisonnables. Nous ne faisons pas d'accumulation de marge, mais qu'hélas, nous accumulons des charges liées à des contraintes d'approvisionnement compliquées et contre lesquelles on ne trouve pas de solution. La Martinique est loin de la métropole et ces contraintes, elles sont structurelles et elles resteront. Le groupe Ayotte fait même des propositions pour améliorer le niveau de vie outre-mer, comme notamment une augmentation du taux d'activité, le développement de filières de production ultramarine et surtout une modulation de la fiscalité locale qui ne favorise pas assez les produits de première nécessité. Dans le cas d'un conteneur de pâtes alimentaires, nous mettons 20 000 € de marchandises dans le conteneur. Il supportera les mêmes coûts de plateforme que le magasin métropolitain, les 6-8% dont je parlais tout à l'heure, auxquels s'ajoutent 5 000 € de coûts d'acheminement du conteneur. Et enfin, un octroi de mer de 9,5%. Le prix de revient de ces pâtes arrivées au port avant que le magasin ne prenne le moindre centime d'euro de marge est déjà augmenté de 45%. Des arguments qui ne convainquent pas l'un des députés présents. On ne peut pas se cacher derrière l'emploi et par la même occasion être en situation de domination et surtout laisser les gens dans une situation où ils ont du mal à acheter. Ils dominent le commerce à La Réunion par exemple. S'ils voulaient véritablement faire du bien à ces territoires, eh bien, je pense qu'ils devraient abandonner un certain nombre d'activités et laisser jouer la concurrence. Les parlementaires achèveront leurs auditions en juin prochain. Ils rendront leurs conclusions au cours du second semestre.
C'est l'histoire d'un bras de fer avec un décor qui fait écho à notre réalité. Au Guyana, un village amérindien se bat pour reprendre possession de ses terres exploitées par une société minière. Depuis plusieurs années, une bataille judiciaire oppose les deux camps. Le point avec Michel Gendre. C'est un tout petit village perdu au cœur des forêts du nord du Guyana. Le Chinese Landing, c'est son nom, n'est accessible que par le fleuve. Quelques 200 Amérindiens vivent ici sur un territoire qui ne cesse de se rétrécir et se dégrader. En cause, une société minière. Elle s'accapare de terrain pour trouver de l'or, coupe les arbres de ce territoire amérindien pourtant reconnu et validé par un titre foncier. Une bataille judiciaire est en cours depuis 20 ans, sans réussir à ce jour à chasser ce concessionnaire, détenteur d'un permis minier du gouvernement. C'est comme si une partie de nous avait été enlevée. Cette terre a été détruite. Nous savons que nous ne récupérerons jamais ce qui a été enlevé. Et quelle que soit la substance toxique qui s'y trouve, nous devrons y faire face. C'est dur, vraiment dur. Comme une saignée au milieu de la forêt, l'exploitation minière s'étend sur 1400 hectares, l'équivalent de 2000 terrains de foot. Considérable sur l'environnement des villageois, à commencer par la pollution des cours d'eau, vitale pour boire, cuisiner et se laver. Ce ruisseau, situé derrière la maison de cette femme de 66 ans, provoque aujourd'hui maux d'estomac et éruptions cutanées. Tu vois avec quoi on se baigne? De l'eau sale. C'est pourquoi la nuit nous sommes comme ça. Tous les enfants se grattent. L'extraction de l'or a pris le pas sur le bien-être des communautés amérindiennes. Sur cette carte, les concessions minières représentées ici en bleu pullulent et même empiètent sur le territoire des Amérindiens. S'ils ne représentent que 10% de la population du Guyana, leurs terres abritent d'importants gisements en or et sont âprement convoités. Emalda, la doyenne du village, peine aujourd'hui à survivre et à cultiver son manioc. Maintenant, je ne peux plus travailler dans mon propre jardin. Des étrangers viennent et nous privent de nos droits. Les droits fonciers des Amérindiens sont sacrifiés sur l'autel de la croissance. Le Guyana est en plein boom économique. La découverte d'importants gisements pétroliers assure un avenir radieux, même si l'or reste une valeur sûre, assurant 15% de la richesse du pays. Et l'actualité dans la Caraïbe, en Guadeloupe, une mère de famille a trouvé la mort dans un accident de la route. Selon l'enquête, les causes du décès seraient dues à un airbag défectueux. Il y a un an de cela, le groupe Citroën avait rappelé plus de 4000 véhicules pour un défaut de conception. Existe-t-il un lien? L'enquête est signée Lydia Kérin et Jean-Marie Mavounzi. Elle s'en souvient comme si c'était hier. De cette nuit du 21 mai 2022, Marie-Denise a tout gardé. Sa fille aînée était au volant de sa voiture. Elle avait emprunté ma voiture, la Citroën C3, et sa voiture était garée, comme vous voyez là, juste à cette place-là. Depuis un an, cette famille tente de se reconstruire en vain. La vie s'est comme figée. Depuis ce fameux jour, depuis cet accident de voiture. Elle était en direction de l'Alliance en fait. Elle était sur le chemin du retour pour venir à la maison quand l'accident s'est produit. Il n'y a pas eu de collision, il n'y a pas eu de perte de contrôle. Elle conduisait, mais simplement que l'airbag était défectué à ce moment-là. Donc le projectile est sorti de l'airbag, donc ça l'a perforé le thorax. Simona décédera le lendemain de ses blessures. Elle avait 26 ans. Après 2 autopsies, l'expertise sur la cause de sa mort se précise, airbag défectueux. Normalement, l'airbag, c'est quelque chose qui est censé vous protéger, pas vous tuer. On ne pense jamais qu'à un moment, qu'un airbag peut vous tuer. À aucun moment, personne ne peut penser à ça. Donc ce soir-là, ça a été le chaos en fait. Cette année, j'ai des examens et c'est pour ça que là, je vois des psychologues et je suis sous médicaments et tout ça parce que c'est vrai que je fais des malaises souvent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais on essaye de faire avec.
Sur cette image, on aperçoit l'impact sur le pare-brise de la voiture de la victime, une Citroën C3 de couleur blanche. Il s'agit du même type de véhicule, même constructeur automobile et modèle, impliqué dans le drame de Gourbert, il y a quelques jours. Selon les premiers éléments de l'enquête, là encore, un airbag défectueux serait en cause. Alors, y a-t-il un lien entre ces deux affaires? C'est ce que nous avons voulu savoir. Mai 2022, le constructeur automobile DS et Citroën lance une campagne de rappel. Sur ce communiqué que nous nous sommes procurés, le fabricant mondial d'airbags leur informe qu'un défaut de construction pourrait rendre ces airbags défectueux. Plusieurs modèles de la marque sont alors concernés, C3, C4, DS3, DS4 et DS5, produits entre 2010 et 2017, soit au total 4789 véhicules en Guadeloupe. Pour ce garagiste, les impacts retrouvés sur ces voitures pourraient bien correspondre à un airbag déficient. On parle d'un déploiement à plus de 300 km/h et comme on parle d'explosifs, on parle de 80 degrés de chaleur d'un coup. Donc vous comprenez bien que quand ça explose et qu'il n'y a pas eu de choc, ça peut causer des dégâts. Par mesure de sécurité, il préconise une révision décennale de l'airbag sur tous les véhicules. Lors du contrôle technique qui se fait tous les 4 ans, l'airbag, en fin de compte, si le voyant n'est pas allumé, il n'est pas considéré, même si réellement il ne fonctionne pas, ce n'est pas considéré comme une contre-visite. La seule manière de contrôler un airbag, c'est de le faire contrôler chez un garagiste. La moyenne, c'est tous les 10 ans. Contacté, Citroën Guadeloupe assure suivre les procédures de campagne de rappel de véhicules décidées par le constructeur Stellantis. Par ailleurs, Citroën n'est pas le fabricant des airbags mis en cause. Selon nos informations, 3 personnes seraient décédées en Guadeloupe après l'explosion d'airbags défectueux. Retour en Guyane où il a beaucoup plu ces derniers jours et Météo France annonce une légère baisse de la pluviométrie pour la fin du mois. Les détails sur notre site internet avec cet article signé Ludmilla Lewis. L'aventure commence pour les 28 collégiens d'Apato. Ils se sont envolés ce midi à la direction New York aux États-Unis afin de participer au Dance Africa Festival de New York. Jusqu'au 1er juin prochain, nos jeunes Guyanais vont présenter l'Awassa, danse traditionnelle bushinengue. Ce voyage est une première pour certains d'entre eux. On écoute le principal de l'établissement, Karl Abidos, suivi d'une jeune élève au micro de Brigitte Wahap et Martial Grit. Du métier qui est le nôtre en éducation nationale, c'est d'ouvrir des perspectives, ouvrir les chakras et rendre les choses possibles. Or, lorsqu'on emmène 28 élèves bushinengue d'Apato, dont la probabilité qu'ils fassent ce voyage est quasi proche d'Epsilon, lorsqu'on les emmène à New York, je peux vous assurer que nous ouvrons les chakras et nous ouvrons le champ des possibles. C'est la première fois que vous sortez de la Guyane ? Oui, pour moi, oui. Et qu'est-ce que vous attendez de ce voyage ? Waouh! Là, je suis super excitée et j'ai un peu peur aussi. Mais je crois que ça va bien nous aider à découvrir le monde parce que moi, je vais aller travailler là-bas, à New York. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Chirurgienne pédiatre. Et on termine en musique avec le retour d'un festival très coté dans la Caraïbe, le festival de jazz de Sainte-Lucie, qui a retrouvé le succès. 2 semaines de festivités avec un plateau artistique de niveau international, un bon cru compté par Kelly Babo. C'est un plateau de clôture digne des plus grandes scènes internationales. Shaggy et Sting réunis pour un show de plus de 2 heures. De quoi finir en beauté le festival de jazz de Sainte-Lucie. Après 2 ans d'absence, l'objectif du gouvernement était de marquer ce grand retour par un festival qui renoue avec ses racines caribéennes. Artistes saint-luciens, trinidadiens, antillais avec Kassav, jamaïcains avec Buju Banton. Sans oublier le retour aux sources de ce festival, le jazz pur et dur, avec en tête d'affiche Luther François. Une programmation éclectique étalée sur 2 semaines qui aura attiré des milliers de festivaliers au-delà des espérances. Nous avons fait un véritable effort cette année pour vendre le plus de tickets possible.
Et le nombre de tickets vendus a été phénoménal. Le nombre de tickets vendus en ligne aussi était excellent. Mais selon les premiers retours, l'affluence aurait pu être décuplée si les rotations aériennes avec la Caraïbe et l'Amérique du Nord étaient davantage au rendez-vous. Depuis le début, j'avais demandé aux équipes de vérifier les différentes possibilités de charter avec l'Amérique du Nord, parce que les compagnies avaient répondu qu'elles n'avaient pas d'avion de disponible. Alors on va commencer à réserver dès maintenant les charters pour l'année prochaine, parce que nous avions constamment des personnes qui nous contactaient pour venir à Sainte-Lucie et elles ne le pouvaient pas. De ce bilan à chaud est également ressorti quelques couacs d'organisation, avec des artistes annoncés finalement absents, une programmation chamboulée ou encore des problèmes de circulation. Pas de quoi ébranler la satisfaction générale, encore moins celle du Premier ministre. Maintenant, Sainte-Lucie est connue. Nous nous sommes fait un nom en tant que pays où il y a un grand festival de jazz et d'art en mai. Le gouvernement confirme que les chiffres officiels du Festival de Jazz 2023 seront communiqués d'ici la semaine prochaine. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il annonce un festival 2024 beaucoup plus grandiose. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient demain. Notez que dans un instant, vous avez la possibilité de suivre la Coupe Vive de football qui est à suivre en radio, mais également sur notre site internet avec à 20h30 la deuxième rencontre entre la SC Caraïbes et l'Étoile de Matoury. Et puis en télé, nous vous proposons juste après ce journal le gala des Lins d'Or en direct du Zéphyr à Cayenne. Et notez que demain, dès 6h, l'émission catholique de France 2, le jour du Seigneur, sera en direct de la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, à suivre également en direct sur notre antenne. L'information revient demain avec Serge Masson Radio. Passez une excellente soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.